Alors, Lire avant, c'est le Salon du Livre à l'honneur et la chance d'accueillir Paulina Panasenko, qui est une jeune écrivaine et qui est aussi traductrice et comédienne, et qui a publié son premier roman, je pense, qui s'appelle Tenir sa langue, qui est paru aux éditions de l'Olivier en 2022 et qui a reçu le prix féminin des lycéens et aussi le prix littéraire du musée de l'immigration. Alors, il existe aujourd'hui maintenant en poche aux éditions Point. Alors, Paulina Panasenko, vous êtes née à Moscou et vous êtes arrivée dans votre jeune enfance en France avec votre famille. Et ça a dû être un choc parce que donc, vous racontez dans votre ouvrage la difficulté d'avoir deux langues, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'apprendre le français pour communiquer avec votre nouvelle patrie, on va dire. Et puis vous êtes russe parce que vous avez encore votre famille en Russie. Et à la maison, vous parlez russe, mais à l'extérieur, à l'école, vous êtes obligé d'apprendre le français. C'est une position qui n'est pas très facile. Comment avez-vous vécu ces premières années en France et cet exercice d'être écartelé entre deux langues, qui était le sujet un peu de votre livre, entre autres? Oui, alors je crois que ce qui m'intéressait beaucoup au moment où j'écrivais ce livre, c'est justement le point de passage. C'est-à-dire que dans le roman, on parle russe à la maison et français à l'école. Mais ce qui m'intéressait, c'est comment on passe de l'un à l'autre, à quel endroit a lieu la séparation. Et notamment la question de l'accent, c'était quelque chose qui m'intéressait parce que la première fois, par exemple, où elle entend l'accent de sa mère, c'est-à-dire que sa mère ne parle pas de la même façon le français qu'elle. Et c'est tous ces endroits en fait où une langue rencontre une autre, où il y a cette espèce de passage de l'un à l'autre que j'ai essayé de creuser dans le roman. Alors, merci. Alors, l'autre aspect essentiel de votre livre, et vous allez nous dire aussi quand vous êtes venu l'idée de raconter cette histoire, c'est vous vous appelez Paulina en russe, votre pays d'origine, c'est votre nom de naissance. Et quand vous êtes arrivé en France, on a voulu franciser votre prénom en Pauline. Et ça vous a pas vraiment plu. Et vous avez fait des démarches, une fois adulte, pour que votre vrai prénom devienne Paulina et non Pauline. Pouvez-vous un peu nous parler de cet épisode qui tient une grande part dans votre vie et aussi une grande partie du livre? En France, il y a une législation assez étonnante qui fait que si vous vous appelez par exemple Jean-Paul et que votre envie profonde est de vous appeler Jean-Marc, vous pouvez aller à la mairie et dans 3 semaines environ, il y aura très probablement une autorisation pour changer de prénom. En revanche, si votre prénom a été francisé, si vous voulez récupérer votre prénom d'origine, là ça va être beaucoup plus compliqué puisqu'il va falloir passer par le tribunal, prendre un avocat et faire toute une démarche qui dure de longues années. Et donc ça je l'ai découvert puisque moi-même j'ai fait une démarche pour reprendre mon prénom d'origine. Moi je ne pensais pas qu'il y avait une différence entre changer de prénom ou défranciser, parce que c'est comme ça qu'il interprète un prénom. Et donc j'ai fait toute la procédure sur de longues années avec avocat, audience, juge, greffière, tout ça. Et pourquoi vous teniez absolument que... Parce qu'entre Pauline, le nom français, et Paulina, il n'y a qu'une voyelle de différence, finalement, à part l'orthographe. Puisque c'est P-O-L-I-N-A et P-A-U-L-I-N-E. Mais c'est très proche, très similaire. Pourquoi teniez-vous tant que ça à reprendre votre prénom russe? C'est lié à votre famille, une question d'identité Tout simplement parce que c'est mon prénom. Donc je pense que si je prends quelqu'un au hasard et monsieur, je vais vous sacrifier, comment vous vous appelez? Claude. Claude. Par exemple, si je vous appelais d'un coup Clude, je pense que je ne suis pas sûre que vous seriez d'accord pour vous appeler Clude à partir de cet instant par mon seul désir. Eh bien, bon, c'est un peu impacté comme ça, mais en ce qui me concerne, je ne savais pas que, parce que quand votre prénom est francisé, quand vous obtenez la nationalité française,
Ce qui est écrit sur les papiers, c'est vous êtes à partir d'un certain moment autorisé à vous appeler et le nouveau prénom. Mais pour moi, autoriser à s'appeler, ça veut dire autoriser à s'appeler. Donc si vous voulez, vous pouvez vous appeler Pauline. Or, en langage juridique, qui est un langage à part entière, autoriser à, ça veut dire interdit à partir de maintenant de s'appeler de votre prénom d'origine. Donc moi j'ai découvert assez tardivement qu'en fait mon prénom a été effacé. Et à partir de ce moment, j'ai évidemment, ça a été assez immédiat la décision de le reprendre, mais c'était une évidence dans le sens où je vais porter le prénom que m'ont donné mes parents et non pas celui qui a été imposé par la République. Alors, l'argument des autorités législatives disent que c'est pour faciliter l'intégration dans votre nouveau pays. C'est ça aussi qu'ils disent qu'on transforme les prénoms. Oui, alors faciliter l'intégration par le changement de prénom, je trouve que c'est un peu insultant pour les Françaises et les Français parce que c'est comme si Pauline c'était français mention très bien et Paulina c'était vraiment beaucoup moins bien. C'est limite si on a 10 quoi. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait transformer le prénom des gens pour une idée d'intégration, je n'y crois pas du tout. Combien de temps a duré toute cette démarche administrative? Assez longtemps, je crois. Plusieurs années. 4 ans, 5 ans. Ouais. Donc vous avez fait connaissance avec l'administration française. L'administration française, on la côtoie toutes et tous les jours. En revanche, c'est plus que l'administration, là, c'est plutôt la justice. La partie juridique de l'administration. À quel moment avez-vous senti le besoin d'exprimer ça, donc de raconter ça dans un roman? Qu'est-ce qui a déclenché cette idée d'écrire un livre sur cette expérience, sur cette aventure? Alors en fait, c'est pas du tout le point de départ du livre, c'est-à-dire que la question du prénom est arrivée de façon très secondaire. En tant que démarche pour reprendre le prénom de naissance. À la base, moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt ce dont on parlait au début, c'est-à-dire l'entrelangue. Qu'est-ce que on sait alors il y a le français, il y a le russe, on peut remplacer par une autre langue, mais ce qui m'intéressait, c'est l'espace qui est entre les deux. Et dans le livre, c'est une famille soviétique qui arrive en France et aucun d'entre eux ne parle le français. Et ils vont donc tous essayer d'apprendre le français. Et la fille cadette, elle va être écartelée parce que pour les adultes, pour ainsi dire, ils n'ont que à apprendre le français. Or, pour la petite qui donc arrive, il y a aussi le risque d'oublier sa langue maternelle. Et donc, il va falloir tenir en équilibre entre d'un côté le russe qu'il ne faut pas oublier, de l'autre le français qu'il faut apprendre, et l'interdiction formelle qu'il y a à la maison de mélanger les deux langues. Ce à quoi veille la mère, c'est-à-dire ne pas faire ce qu'ils appellent des mots mutants. Par exemple, le mot maternelchik, parce qu'en russe, le suffixe chik sert à adoucir un mot. Donc, un jour, la mère vient dans la chambre pour annoncer à la fille que demain, il va falloir y aller. Et pour adoucir l'impact, elle lui dit demain, tu vas aller à la maternelchik. Sauf que la fille sait que quand il y a un mot inconnu auquel on ajoute le suffixe chic, ce n'est pas bon signe du tout. Donc il y a méfiance. Mais en tout cas, c'est un exemple de cette espèce de mixte de mots et de l'entrelangue qui m'intéressait. Donc je suppose que la petite fille en question, c'était vous, et qui avez vécu cette période, cet exercice, ce double exercice de garder sa langue russe, enfin, d'apprendre le russe quand on est un jeune enfant, et aussi d'apprendre le français. Donc c'est assez difficile, je pense. Ça vous a donné en effet beaucoup d'efforts, certainement un peu un trouble sur l'identité, sur la personnalité aussi, parce que vous avez vécu cette époque. Ce livre, ce n'est pas une autobiographie, pour la bonne raison que quand j'écris, je veux avoir les pleins pouvoirs. C'est-à-dire que je veux faire absolument tout ce que je veux. Si je le présente comme une autobiographie, je signe un contrat avec le lecteur que je ne veux pas signer, à savoir entre le témoignage et... ce n'est pas un témoignage et ce n'est pas une autobiographie dans le sens où il y a de la fiction, de l'invention et une liberté que j'ai essayé de faire la plus pleine possible. En revanche, vous avez raison,
je me suis totalement servie de mon expérience physique de l'entrelangue, c'est-à-dire de qu'est-ce que ça fait d'avoir à la fois un bras et une ruka, une tête et une golava, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'expérience physique en permanence vivre entre plusieurs langues. Et ça, je m'en suis servi pour le livre. Et pour ce livre, je suppose aussi que dans cette démarche administrative qui a pris plusieurs années, vous avez dû peut-être rencontrer d'autres personnes, d'autres nationalités, qui vivaient peut-être la même chose que vous. Est-ce que vous avez eu des échanges, des expériences qui vous ont rapporté, qui ont pu... Oui, alors ça c'était vraiment très intéressant parce que c'était surtout des lectrices et des lecteurs que j'ai rencontrés ensuite à la parution du livre. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que selon les générations et le contexte politique, le rapport au prénom a beaucoup changé. La génération plutôt de mes parents, grands-parents, quand ils arrivaient en France, beaucoup les Italiens et les Espagnols, en arrivant, ils essayaient de donner à leurs enfants des prénoms qui ne sont pas du tout espagnols, pas du tout italiens. Ils ne leur parlaient pas beaucoup la langue et ils étaient très inquiets de l'apprentissage du français et tout ce qui était langue d'origine était vraiment plutôt chassé du foyer. Et ensuite, les enfants de cette génération-là, très souvent, il y a eu une réaction contraire, c'est-à-dire qu'ils ont regretté que leurs parents ne leur aient pas transmis la langue, ils ont dit « Ah mais en fait, mon père, toute sa vie, on l'a appelé Jean, mais en fait, il s'appelle Juan ». Et il y a eu, aussi dans un autre contexte politique, à ce moment-là, il y a eu une sorte de démarche presque inverse. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup raconté sur plein de pays différents. Et en fait, très souvent, en fait, le prénom, ce qui m'intéresse dedans, c'est pas de dire ah oui, les Hélènes sont intelligentes, les Francis sont courageux. C'est pas l'aspect, comment dire, c'est pas l'aspect dans le journal, la dernière page où on vous fait une définition de votre prénom, mais c'est plutôt comme une sorte de spectre à travers lequel on peut entrer et dans l'histoire, et dans la langue, et dans l'expérience singulière de chacun. Et très souvent, dans chaque famille, par le prénom, passe beaucoup d'histoires très, très puissantes et fortes et qui se transmettent en héritage. Je crois savoir que votre livre, ce roman, a été traduit en Russie. Récemment, on a eu un accueil. Quel est l'accueil reçu par ce livre en langue russe dans votre pays? Bah écoutez, je ne sais pas vraiment, parce que donc c'est moi qui l'ai traduit en russe et j'ai eu une rencontre avec des lectrices, des lecteurs par Zoom à l'Institut français de Moscou. Donc la rencontre s'est très bien passée, mais moi sur place, je n'ai pas fait de rencontre en Russie, donc je ne peux pas vraiment prendre la température. Vous avez encore des liens familiaux en Russie? Vous y allez de temps en temps? Vous avez encore des liens très forts? Oui, j'ai la majorité de ma famille qui est en Russie, et jusqu'au début de la guerre, j'allais très souvent. Ouais. Et comment ça se passe aujourd'hui d'être en France, française, mais aussi russe de cœur et de naissance? Comment vit-on d'être russe en France avec l'Ukraine, la guerre, etc.? Ça doit être pas évident. Ah bah c'est super, on adore. Moi j'adore la guerre, les bombardements, les enfants tués, bien sûr. Non, parce que je pense qu'il faut préciser par ailleurs, ça change rien peut-être d'une certaine façon, mais Panasenko est un nom de famille ukrainien. La moitié de ma famille est ukrainienne. Mon père est ukrainien, ma mère est russe. Mais c'est pas du tout une situation singulière en Russie, puisque quasiment un quart des Russes ont de la famille directe, c'est-à-dire cousins, grands-parents, enfin très proches en Ukraine. Donc en fait, les liens, une grande partie du pays a des liens familiaux avec l'Ukraine, ce qui n'empêche pas une partie de la population de soutenir ardemment l'invasion. Vous êtes aussi donc traductrice, vous traduisez des livres en français en russe, et est-ce que vous faites aussi l'inverse, des livres russes que vous traduisez en français? Je traduis des pièces de théâtre, du russe vers le français et du français vers le russe, mais principalement du russe vers le français, parce qu'en France, il y a une maison qui s'appelle la maison Antoine Vitesse, à Paris, et qui soutient la découverte en France. C'est vraiment exceptionnel, hein, parce qu'il y a très peu d'endroits où ça existe, je ne connais pas vraiment d'équivalent d'ailleurs,
mais ils soutiennent la traduction de pièces contemporaines en français pour que la francophonie découvre les pièces contemporaines des langues étrangères. Et comme j'ai lu que vous étiez comédienne aussi, est-ce que vous êtes plus autrice, traductrice, comédienne? Vous avez des projets dans le théâtre, vous avez des projets aussi en littérature, de nouveaux... Qu'est-ce que sont vos projets actuellement? Je précise que vous êtes actuellement en résidence à Vence, invité par la ville de Vence et la médiathèque, et que vous êtes ici pour 2 mois à peu près. Très bien, donc j'espère que vous allez mettre ça à profit pour réfléchir, travailler ou visiter la région et avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Merci, j'espère ça aussi, oui. Oui, alors je suis arrivée il y a 3 jours, donc je découvre la ville de Vence. Je sais maintenant aller de la Via Matisse jusqu'à cette place sans me perdre. C'est bien. Donc, c'est très facile, hein, mais bon. Merci de ne pas diminuer d'orientation. En tout cas, on vous souhaite le meilleur accueil possible et j'espère qu'on aura l'occasion de vous voir dans la ville et puis pour d'autres interventions, d'autres activités. Merci Paulina. Merci beaucoup.